Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je crois que ça marche, tout va bien. Alors, on va essayer de finir cette étude, d'accord, sur ces blocs ceintures. On va essayer de la boucler dans une seule vidéo. Pour cela, on va voir plusieurs schémas pour tout comprendre et pour tout clarifier. On commence déjà par le schéma qu'on a déjà vu, d'accord, pour s'adapter et pour avec les différents systèmes, ok, les systèmes de construction. Alors, nous avons système numéro 1. Le 1, il est de ce côté, en amont, voilà. Le nord, du nord vers le sud, alors le système 1. Puis le milieu, de l'autre côté vers l'est. Et le troisième vers l'ouest, ils se suivent l'un après l'autre. J'ai ajouté ici les épaisseurs, d'accord? Alors, nous avons l'épaisseur de la loge. La première est la 73,5. C'est tout simplement les dimensions du linteau, d'accord? Du côté ouest, elle est 73,5 et du côté est, elle est 74. Donc, 73,5. Donc, la R, elle va être à 71 pour aller être réceptionnée par le bloc P qui est aussi à 74. C'est-à-dire la valeur de l'autre côté du linteau, 74 cm. Pareil ici, nous avons le linteau qui donne la loge à 76. Donc là, c'est la 73. Il va s'opposer à 73 sur le bloc P. D'accord? Ici, nous avons un cas particulier. On va le clarifier. Le linteau, il est à 78 de l'ouest. Et l'autre côté, il est à 76,5. Déjà, ils l'ont rectifié d'1,5 cm. Donc, la loge la loge 3, elle est à 78. La R, elle va être à 75. Mais de l'autre côté, nous avons la réception à 70. Parce que le bloc P, elle est à 72 de longueur. Donc ici, nous avons une R spéciale. D'un côté, c'est 75, de l'autre côté, c'est 70. C'est un cas particulier et on va expliquer tout ça. C'est ça les trois systèmes qui sont séparés toujours par les blocs linteaux, par les blocs limites plutôt. On va les voir dans le schéma, dans le grand schéma, le schéma réel. Donc la partie qui est encore fermée, la partie qui sera creusée plus tard du couloir. Nous avons ici l'entrée en blanc et les deux passages rouges de l'accès du numéro 4, du bloc ceinture numéro 4. Puis nous avons directement un bloc limite, un séparateur en jaune. Puis le premier système de la première herse. Puis encore un bloc limite. Puis le deuxième système qui est vers l'autre côté, pour la RC2. Encore bloc limite en jaune. Puis le troisième avec un bloc limite en jaune. D'accord? Toujours, nous avons un seul groupe de blocs, c'est-à-dire sur la paroi est, la paroi ouest, et un bloc au sol et un bloc au linteau. OK? Ici, nous avons les dimensions que j'ai déjà expliquées. Ici, l'erreur commise par Gilles Dormian dans son calcul. D'accord? Avec l'angle qui est créé par bêta, par le linteau LB. Donc, il y a une erreur de 9,5 cm. Et la longueur est 241. OK? Pareil pour les autres. Ici, nous avons une erreur de 10 cm.
242 cm pour le bloc B. Et le troisième, nous avons une erreur de 9 cm. Et la longueur du bloc B, ça va être aussi de 142. C'est ça les trois systèmes. Les trois systèmes des 3 hertz, plus le passage, l'accès d'entrée, entrée-sortie, l'accès du couloir ascendant. Et vous remarquez qu'ils sont bien calculés. Dès qu'on finisse un système, à peine nous avons un bloc limite, séparateur, et le deuxième qui commence. Vous allez remarquer ici que la hertz toute seule, si on voit seulement la loge, ici la loge toute seule, ce n'est pas le problème de la loge. Si on a séparé le système du côté ouest, si c'était seulement la question, si c'était la largeur ou bien l'épaisseur de la loge, un seul couloir, il peut supporter les trois loges. Ce n'est pas comme il a expliqué, Gilles Dormion. Le problème, c'est tout le système. Comme on a vu que même le bloc B et le bloc A, ils sont taillés par derrière. Donc l'évidement ne concerne pas seulement l'évidement de la loge. Il y a aussi de l'évidement derrière les blocs A et derrière le bloc B. Tout le système, il y a d'espace derrière, il est taillé. C'est pour cela qu'ils étaient obligés de décaler la loge ou bien la hertz numéro 2 de la poser sur l'autre voie, sur l'autre paroi, de l'autre côté. OK? Alors, on va voir autre chose maintenant. On va aller un peu vite parce que nous avons beaucoup de choses à voir. Donc, comme j'ai dit, nous avons deux puzzles. Nous avons deux puzzles à résoudre. Le puzzle des blocs sertis et le puzzle des linteaux. Donc, au lieu de ce monolithe qui va nous poser un problème et qu'on ne peut plus poser nos linteaux, on va tout simplement laisser les linteaux dès le début, dès le départ. On va garder nos linteaux. Donc LB, ici nous avons la RS1, donc nous avons 3 linteaux, LB', LB second, LB' et LB. L'important c'est LB, et il est grand, parce qu'il est en amont, il récupère la pente. Puis nous avons le linteau LH de la hertz, de la loge, et nous avons le linteau LA du bloc A. Et vous remarquez ici, nous avons deux crochets du linteau LH. Comme ça, il s'appuie des deux côtés. On a taillé le linteau LA au coin, à peu près 30 sur 30. 30 cm sur 30 cm. On a taillé aussi LB, le linteau LB, pour recevoir les deux crochets du linteau LH. Comme ça, le linteau, il est posé sur les deux autres linteaux. D'accord? Les deux linteaux, ils sont posés directement sur leur bloc, mais le linteau LH, il est suspendu dans l'air. D'accord? Parce que au-dessous, il n'y a rien. Il y a la loge, on couvre. En même temps, il couvre la loge. Donc, il est retenu comme ça, par-dessus, il est suspendu à l'aide de ces deux crochets. Il s'appuie sur les deux linteaux. D'accord? Nous avons le bloc du sol S qui est horizontal aussi. Il est posé en retrait vers le bas pour créer ce que j'ai coloré en bleu, pour créer cette coulisse horizontale. Comme ça, la herse, elle va coulisser horizontalement. Et les linteaux, cette solution, elle est mieux que créer un monolithe. Et ces trois blocs, ils vont rester comme ça. D'accord? Pour l'instant, on ne va pas parler de C1, de C2. On n'a pas encore C1 ni C2. Nous avons ici le linteau LH. D'accord? Je vais vous montrer le linteau LH comment il est.
Alors, voilà le linteau. Voilà le linteau, comment il est. D'accord? Donc, il a ces deux crochets. Il a été taillé. Ils ont laissé ici une sortie de matière, ben, à peu près 30 sur 30 ou bien 40 sur 40. Moi, j'ai fait longueur à peu près de toute la paroi. Possible qu'il soit plus. La paroi, elle fait 140 cm. Et comme ça, il va s'appuyer. D'accord? Il va s'appuyer sur les deux autres linteaux. En amont, nous avons LB. Et en aval, nous avons le linteau LA. Les deux linteaux, chaque linteau, il est sur son bloc. Et celui-là, il est suspendu. En même temps, il présente une surface horizontale, d'accord, pour couvrir la loge. D'accord? Ici, c'est la loge, c'est l'épaisseur de la paroi. Après, en rouge, nous avons le couloir. D'accord? Alors, vous allez vous demander que il va créer un problème de son poids. Comme quoi le poids du linteau il est très lourd et que possible que ces deux crochets ne soient pas suffisants pour tenir sa masse, pour qu'il reste tout le temps comme ça suspendu. Et là, ça va entrer le rôle de ce pied. Vous voyez, ce pied qui descend, je vais retirer ça pour bien voir. Alors, nous avons ce pied qui descend dans le couloir, qui descend dans la paroi plutôt, dans la paroi opposée. Ici, s'il s'agit du 1, donc ça va être dans le côté est. Donc la loge, il est à l'ouest, d'accord? Et la descente, il est dans la paroi est. Cette paroi qui descend comme ça, ici, c'est la face sud, donc la face nord, ça va être comme ça. Donc, toutes ces valeurs-là, à peu près de 44 cm qui descend pour s'opposer sur le bloc P. On va voir ça plus tard. Il lui donne un effet de contrepoids. D'accord? Il lui donne un effet de contrepoids. Donc, il est posé déjà sur la paroi opposée, sur la paroi est. Donc, il y a une sorte de contrepoids du linteau. D'accord? Il ne va pas trop peser sur l'autre côté, sur le côté ouest et sur les crochets. Les crochets ne vont pas subir beaucoup de poids, beaucoup de masse, grâce à ce contrepoids, grâce à ce pied qui descend dans la paroi est, ce qui va le tenir en équilibre. D'accord? C'est comme une balance. Il va rester plus en équilibre vers l'autre côté et les crochets ils vont rester bien horizontales sans subir une grande masse, sans subir la masse sans que le linteau se penche ou bien que les deux crochets ne vont pas résister trop, ne vont pas subir une grande influence de la masse du linteau. C'est ingénieux, d'accord? Ici, c'est déjà taillé, donc on va voir ça plus tard. Pour le début, il n'a pas été taillé. Alors au début, il était comme ça. Il était horizontal. Il donne une surface, toute la surface est horizontale, d'accord? Et ici, ce qu'on voit par-dessous, c'est le bloc B. Le bloc B qui est biais, il est biais avec l'angle bêta, la moitié de la pente. D'accord? Donc, on voit cette surface inclinée, c'est la surface du linteau LB. Alors, ici en rouge dans le couloir, c'est toute cette surface supérieure, le plafond, le dessous du linteau, c'est le coulissement. Donc ça, c'est la coulisse supérieure. Quand la herse va coulisser, le coulissant, il va coulisser sur le bloc du sol, sur S, il va coulisser contre le plafond, c'est-à-dire le dessous du linteau, il lui présente une autre coulisse, la coulisse supérieure. Et
cette surface du linteau LB, c'est une partie de la paroi de la coulisse. Ce n'est pas comme il a expliqué, je dormais, où il a dit qu'on a ajouté cette surface pour augmenter la matière pour le linteau, ça n'a rien à voir. C'est plutôt pour attaquer, ou bien comme garde-fou, c'est pour garder la herse, d'accord, pour que la herse il coulisse d'une façon horizontale et il lui présente la paroi de la coulisse en amont, d'accord, de la coulisse. C'est le linteau LB qui vient ici, qu'on voit comme ça, qu'on voit la matière comme ça. Je vais l'attacher avec cet élastique. Donc, pour l'instant, on l'appelle LH, d'accord? Pour l'instant, on l'appelle LH. C'est le linteau de la herse. Et il est comme ça. Et voici la partie qu'on voit, d'accord? Donc, c'est ingénieux, les deux crochets, ils ne vont pas subir une grande masse, ils ne vont pas subir toute la masse du linteau grâce à ce pied qui descend. C'est pour cela qu'ils n'ont pas créé un linteau normal direct, qu'ils ont créé cette masse-là, qu'ils ont augmenté ce pied qui descend dans l'autre paroi opposée pour soutenir le linteau en équilibre et pour soulager les deux crochets. D'accord? Alors, on va voir, pour finir avec les linteaux, comme ça on peut passer à autre chose. Alors, les linteaux, ils sont OK. On va mon schéma pour les linteaux. On va voir celui-là. Donc, ils seront comme ça. Vous voyez, le linteau LH qui couvre la herse avec ses deux crochets qui s'opposent sur les deux côtés, sur le linteau LA et sur le linteau LB. Et LB qui biais de l'angle bêta, la moitié de la pente, et elle présente toute sa sous-surface pour attaquer l'herse lorsqu'il coulisse à l'horizontale. Il lui présente pour aider, il fait partie de la coulisse, d'accord? Le côté latéral de la coulisse. De l'autre côté, ce n'est pas la peine parce que déjà, le couloir il est incliné, d'accord? Donc, la sécurité, surtout, c'est vers le bas, vers le côté de la pente. C'est pour ça que le linteau LB, il bille comme ça. OK? Et voilà LA. Et les deux, il y a encore deux blocs ici, au-dessus, l'un trapezoïdal, l'autre presque à section triangulaire, un prisme. C'est comme un contrepoids pour fermer, comme la clé de voûte, pour appuyer sur ce système, pour fermer le système. Deux autres blocs au-dessus des trois linteaux. D'accord? C'est pareil pour les deux autres. Pour LB, pour l'axe 2, la loge 2. Et pareil pour la troisième. Ici, on voit bien que les quatre blocs ceinture, ils ont tous le bloc ceinture S1, c'est en jaune. D'accord? Ça, c'est pour l'accès du couloir. Et pour la RC1, la RC2, pour la RC3. Par contre, en bleu, ce sont les C2 qui vont être posés pour les trois herses, pas pour l'accès. Le numéro 4, le premier bloc ceinture, il a des blocs normaux ici. D'accord? Il a deux blocs et deux blocs latéraux
et un bloc de plafond, le linteau, qui sont insérés dans la paroi, qui sont insérés dans la maçonnerie ici. Et le bloc C1, il monte seulement à moins de la moitié, à peu près le quart des parois. Il monte juste un peu dans les parois de chaque côté. Mais il présente aussi le C1. Il a aussi le bloc C1, comme les autres. OK? Alors, une fois qu'on a compris cette forme-là, c'est mieux que le monolithe. Maintenant, on va essayer de comprendre l'ordre de la pose et ce puzzle le puzzle de la pose. Donc, on va voir un autre schéma des linteaux pour passer au secret des blocs. Alors ici, après on va passer au bloc, un bloc qui sont insérés, les inserts. Alors là, on va se poser la question, comment était l'ordre des linteaux, l'ordre de la pose des linteaux? Qui a précédé l'autre? Est-ce qu'ils étaient posés de la normale, d'une façon normale, ou bien il y a un ordre différent parce que c'est différent. Même si on a ces descentes-là inclinées, et ces descentes, les deux autres ils descendent LH et LA, ils descendent d'une façon horizontale, ils créent l'angle alpha avec la pente. Celui-là crée l'angle bêta, la moitié de l'angle alpha. Et il y a ici un secret. Donc, le rôle de celui-là, j'ai dit, c'est pour la coulisse. Il présente la partie amont de la coulisse. D'accord? Par contre, celui-là, le linteau LA, pourquoi il est posé comme ça? Pourquoi on l'a posé comme ça? Pourquoi ils étaient obligés de le poser comme ça? Si celui-là est posé comme ça, c'est pour créer la coulisse. Le LH, il est horizontal. Pour créer la coulisse de l'herse, c'est pour couvrir le logement, la loge de la herse. Et comme ça, elle va coulisser, c'est la coulisse supérieure, horizontale. Mais celui-là, pourquoi il est comme ça, le linteau LA? Son rôle. D'accord? Et quel est l'ordre de pose? OK? Alors, on va voir tout ça très vite. Déjà, le LB', elle est posée d'une façon normale. LB second, puis LB', même s'ils sont verticaux, la surface de pose, elle est inclinée, elle est dans le sens de la pente, donc il glisse. C'est-à-dire que l'un, il est posé contre le linteau précédent, qui est en amont. L'un est posé après dans l'autre. Mais LB, il a déjà cette petite, il a déjà cet angle qui est différent, donc il est un peu en équilibre. D'accord? Le LB ici, déjà avec l'angle bêta, il est un peu en équilibre, même s'il se pose sur le linteau précédent, il peut un peu rester en équilibre à la verticale. Après, qu'est-ce qu'on a? On va sauter ici. On va sauter LH, on va sauter le linteau LH et on va passer directement au linteau LA. Parce que en réalité, les blocs, tous les linteaux, ils ne sont pas insérés d'une façon réelle. Ils ne sont pas insérés. Un seul bloc qui est vraiment inséré, c'est le linteau LH, qui est réellement inséré. Parce qu'on a posé d'abord le linteau LB, d'accord? Ce linteau LB. Après, on a sauté, on est venu ici et on a posé ce linteau-là. Avant de le poser, on a posé son bloc A, puis taillé, bien sûr, et tout préparé avant sa pose. Puis on a posé le LA directement au-dessus du bloc A. Donc, il est resté en équilibre. Grâce à cette surface horizontale, il peut rester en équilibre des deux côtés sur la paroi Est et la paroi Ouest. C'est pareil pour l'autre. Bon, c'est mieux qu'on étudie ce cas-là. Donc ici, on a préparé les deux blocs. On a préparé le bloc A. Puis aussi, on a taillé un peu ici le bloc L.
pour recevoir le linteau LA. D'accord? Une fois il est posé, il peut rester en équilibre sans qu'il ait besoin du linteau qui le précède, parce qu'il ne s'incline pas dans le sens de la pente. D'accord? Il est vertical et sa paroi de pose elle est horizontale, donc il reste en équilibre. Le LA, il reste en équilibre, c'est pour ça qu'on l'a posé comme ça. Et pareil, celui-là aussi, il peut un peu s'appuyer sur le LB', mais quand même, il peut rester un peu en équilibre grâce à cet angle, mais il n'est pas vraiment horizontal. Comme ça, on peut poser les deux linteaux LB et LA avant LH. D'accord? C'est pour ça que le LH, il a été posé en dernier. Il doit d'abord attendre que les deux linteaux en aval soient posés, parce qu'il a les deux crochets et il doit se poser directement. Et ces deux crochets doivent entrer dans leurs entailles pour qu'ils le bloquent, pour qu'ils restent suspendus en l'air, d'accord? Pour qu'ils créent le plafond. Donc le LH, il a été posé en dernier lieu, et c'est pour ça qu'on a taillé ça. Si on n'a pas taillé cette entaille-là de cette façon horizontale, si on veut poser le LA, le linteau LA, nous aurons un problème. Le linteau, il va tomber, il ne va pas rester en équilibre. D'accord? Il va tomber parce qu'il y a la pente. Donc, il reste en équilibre tant que le bloc A est bien et l'autre bloc L, ils sont bien posés, ils se posent au-dessus et il n'y aura pas de problème. Et vous voyez qu'ils ne sont pas vraiment insérés parce que déjà, on a déjà les entailles, donc il est posé d'une façon, comment dire, d'une façon libre. Mais celui-là, LH, il est vraiment inséré entre les deux linteaux et est posé en troisième lieu. D'accord? Grâce à son pied de l'autre côté, dans l'autre paroi, et il reste en équilibre. Voici l'ordre de la pose des linteaux, des trois linteaux, LB, LH et LA, et le rôle de chaque surface qui descend dans le couloir. C'est sous-surface. Donc, cette sous-surface, surtout, il a un rôle pour la pose du linteau. Par contre, cette sous-surface, c'est pour la coulisse horizontale. Et la sous-surface de LB, c'est pour donner le côté latéral de la coulisse supérieure. Pour garder l'axe en coulissant. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste à notre secret, à notre puzzle. C'est comment on a posé les blocs B et le bloc A. Parce que vraiment, le bloc B et le bloc A, c'est pas facile de les poser, surtout puisqu'on a dit que les linteaux vont venir à la fin. Donc, il faut d'abord poser le bloc B, il faut sauter l'espace vide, il faut poser le bloc A et aussi son bloc, le bloc L, dans ce cas, avec ici l'espace vide et le linteau n'est pas encore posé, aucun linteau n'est posé, il faut déjà poser ce bloc-là qui est écarté, donc c'est un problème. Alors imaginez, nous avons le bloc B posé, il faut de l'espace, il faut que le bloc A ne glisse pas. D'accord? Une fois qu'on a posé le bloc B, on vient poser le bloc A avec le bloc L, ils ne doivent pas glisser, ils doivent rester avec cet écart. Ils doivent garder l'écart de l'espace vide de la loge. Ils ne doivent pas glisser dans la pente, dans le couloir. Donc, il faut un système ici de bloquer le bloc A, de ne pas glisser le temps de poser les linteaux. Le temps qu'on pose le linteau LB et le linteau LA, et à la fin, on pose le linteau LH. Alors là, une fois les derniers linteaux posés, l'espace va être couvert et le bloc LA, il va être bloqué par le LH. Une fois le LH sera inséré entre les deux linteaux, le bloc LA, il va être bloqué, il ne va plus glisser. Mais avant,
Il faut un truc, il faut un système de construction, il faut un dispositif pour garder le bloc A en position sans glisser. Et c'est là où il va entrer le système de construction de la loge dont je vous ai parlé la première fois, de ce système qu'il faut l'arrêter, qu'il faut le bloquer. D'accord? Alors, avant de passer, parce que j'ai des petits blocs à montrer pour bien expliquer ce dispositif, on va d'abord éclaircir le puzzle de ces circuits parce qu'ils sont reliés. Et on va passer pour voir les blocs parce que j'ai quelques blocs. C'est difficile de les préparer en bois. Ça demande vraiment de l'expérience, ça demande vraiment un vrai menuisier parce qu'il y a beaucoup de blocs. Alors, j'essaie de faire des blocs en carton, une petite maquette, d'une façon d'avoir une idée comme ça pour moi éclaircir les choses, d'accord? Alors, on va essayer maintenant de comprendre les circuits, parce que vraiment les circuits aussi, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Et une fois on va comprendre les circuits, tout le reste va se combiner avec les linteaux et l'image va être claire. D'accord? Mais, alors voilà, on est un peu... Alors voilà tous ces blocs, tous ces circuits qui sont vraiment, qui c'est un puzzle. Alors déjà, on va voir leurs dimensions, d'accord? Nous avons ici, sur le bloc A, nous avons un seul bloc circuit avec ses dimensions et il est directement opposé à l'extrémité avec celui-là. Celui-là, il est à 26 de longueur sur 17 de largeur. Après, nous avons ce bloc circuit-là, il est comme ça. Après, nous avons le troisième, puis le quatrième, il y a un envers au-dessus, puis un autre ici, puis celui-là. Donc, on va commencer par l'extrémité, par le numéro 1 et par le numéro 2. Déjà, elle est où? Elle est là, en rouge, et celui-là en noir sur le bloc A. Et l'autre extrémité, le numéro 2 sur le bloc B. Donc, déjà, ces deux blocs aux deux extrémités, de A vers le B, ils ont presque les mêmes dimensions. Et c'est eux qui vont rassembler tout ça. D'accord? Après, on doit résoudre ça. Ici, le numéro 3, on doit détailler ce bloc circuit parce que vraiment, il nous cache des trucs différents de ce qui se cache derrière. Ce n'est pas vraiment tout ça. Et celui-là, d'accord? Ils ont les chiffres 3 et 4. Donc, le 3 en crayon, le 3 et le 4 hachés en crayon, ils sont un peu différents de ce qu'ils cachent. Par contre, en vert, ça va. Et on peut voir le bloc circuit 5 en vert. Pour les deux autres, ils sont alignés en orange, 6 et le 7. D'accord? 6 et le 7 sont alignés avec les deux autres, avec le 1 et avec les deux des extrémités. Par contre, au milieu, le 3 et le 3 et le 4, ils sont un peu différents de ce qu'ils cachent, de leur forme. Alors là, j'ai commencé d'abord à faire des vraies valeurs, à les couper pour voir ces vraies valeurs parce que c'est intriguant. Ce n'est pas des valeurs qui sont faciles. Alors, le bloc A, voici la réelle dimension du bloc. Vous voyez, c'est 23,5, 24 sur 15. Donc ici, 23,5. Ici au bas, 24 cm. Et des deux côtés, 15, 15. Donc, j'ai laissé 23,5, 23,6 parce que le bloc circuit est un peu incliné. Donc, si on le redresse un peu, on va tomber sur 23,5, 23,5. Et voilà la réelle dimension. Regardez le trou comme il est. Ce n'est pas un bloc circuit, ce n'est pas petit. Parce que lorsqu'on voit sur le bloc, mais quand même, regardez,
on peut passer tout en bras là-dedans. Ça, le réel bloc circuit, c'est la dimension réelle. Hein, c'est pas mal, hein? C'est un grand trou. D'accord? Ça, c'est le bloc A. Et à l'opposé du bloc A, de l'autre côté, nous avons celui-là. Regardez le trou, il est comment? Il est de 26,5 sur 17. Alors, 26,5 sur la longueur, sur 17 sur la largeur. Regardez les dimensions du trou. Les vraies dimensions réelles. C'est grand, n'est-ce pas? C'est très grand. Ça, c'est au centimètre, c'est les valeurs la valeur réelle. On peut passer à un truc très grand là-dedans. D'accord? Alors, ces deux trous, d'accord? Ces deux trous, ils sont comme ça. Nous avons celui-là sur le bloc A et celui-là à l'autre extrémité sur le bloc B, tout à fait de l'autre côté du bloc B. Le premier et celui sur le bloc A. Et tous les autres, ils sont entre ces deux-là. Donc, on peut passer ici des vrais madriers. Ce sont des vrais trous. Si on perce à ces dimensions-là, on peut passer des choses très grandes. Ce n'est pas des choses qui sont petites. D'accord? Qu'est-ce qui vient après? Il vient après. Alors, après, il vient ce bloc-là, numéro 3. D'accord? Numéro 2. Après, il vient le numéro 3. Donc, celui-là, on va le séparer. On va le séparer en deux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va relier tout ça, d'accord? Alors, de cette extrémité, d'ici, on va relier tout ça avec une seule rainure, d'accord? On va passer une seule rainure qui va être comme ça, d'accord? Une seule rainure. Nous avons ici les dimensions de 14,5. 14,5 ici, c'est la largeur de cette rainure. Donc, il y a une rainure très longue du coin du bloc B jusqu'au dernier trou. Et une seule rainure très longue. D'accord? Après, on va retirer ces blocs circuits. On va voir vraiment tout ce qu'il y a au-dessous. Donc, voilà la rainure qui commence ici, à l'extrémité, au milieu sur l'axe du bloc B, là en jaune, et toute la rainure, elle va continuer jusqu'ici. Le trou rouge, il fait partie de la rainure. C'est l'extrémité de la rainure qu'on a percée pour créer le trou rouge. C'est l'extrémité. Avant de le percer, c'était que le prolongement de la rainure. D'accord? Donc, cette rainure, elle est sur la surface. Elle fait 14,5 sur 14,5. Toute une rainure, d'accord? Mais ce n'est pas un trou. Ce n'est pas un trou. Par contre, on va percer l'extrémité de la rainure, c'est en rouge, qui va traverser le bloc du côté comment dire, de la face jusqu'à l'extérieur, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, qu'il va traverser. Après, on va percer les trous au-dessous et au-dessus de la rainure. D'accord? Ici, en bleu, nous avons un trou en dessous et un autre dessus qui font 21 sur 12, 21 sur 12. La rainure en jaune, elle continue. Puis nous avons ici un trou bleu au-dessous qui fait 18 sur 18. Et il reste en vert, elle fait 19,5 sur 12. Ou bien sur 12,5. D'accord? Donc nous avons toute une rainure, d'abord sur l'axe. Après, on commence à percer l'un à l'extrémité, puis les autres de chaque côté de la rainure, au-dessous et au-dessus de la rainure. Donc, nous avons un trou rouge, deux trous bleus, après un trou bleu au-dessous et un trou vert au-dessus, et il reste un seul trou sur le bloc A, qui est directement à l'opposé du trou rouge ici.
D'accord? Et tout ça, il va entrer dans le système de construction. Pourquoi? Pour aider le bloc A, pour le caler, pour le maintenir. Il faut maintenir, parce que le bloc B, on peut le poser facilement dans la paroi parce qu'il y a déjà des blocs en amont. On est en train de construire, donc on va poser le bloc B facilement. Par contre, le bloc A, il faut le poser et il faut l'appuyer. Il faut le soutenir pour qu'il ne glisse pas. Il faut le soutenir pour le garder, pour créer la loge. Parce qu'on n'a pas encore posé les linteaux. Les linteaux, grâce à leur entaille dans les parois, ils vont aider le bloc A à rester en équilibre. Mais maintenant, il faut d'abord poser le bloc A. C'est pour ça qu'on va faire ce système de construction pour caler le bloc A. D'accord? Alors, si on continue, il faut bien comprendre tout ça. Alors, voilà la rainure. La rainure, elle est très longue. La rainure qui commence depuis le milieu du bloc, elle est de 14,5 cm. Voici les vraies dimensions de la rainure. Toute une rainure de 14 sur 14. Elle est de chaque côté du bloc B. Elle est de la face et aussi sur l'autre côté, sur la face de derrière. Il y a deux rainures de 14,5 cm. D'accord? Et à la fin du bloc, et à la fin plutôt, à la fin de la rainure, on va créer ce trou-là, qui est grand. À peine, vous voyez la bande rouge là, vous voyez la bande rouge ici, qui dépasse le trou. Vous voyez? Parce que ici, nous avons 17 cm. Nous avons 17 cm ici, donc il dépasse d'un centimètre, 1,5 cm de chaque côté. Il est plus large, 17. Et l'autre, c'est 14,5. D'accord? Et on va percer ce trou à l'extrémité de la rainure. Après, on va percer les deux autres. Nous les avons ici. On va percer ces deux trous. Voici les dimensions réelles de 21 sur 12, 21 sur 12. Pardon, 21, ouais. 21, 12 longueur-largeur. 21, 12 longueur-largeur. Et elles sont au-dessus, au-dessous de la rainure. Ils sont comme ça. D'accord? Ce sont des trous qui pénètrent, qui traversent le bloc. Par contre, au milieu, la rainure qui passe. D'accord? Et de la face de derrière, pareil. Il y a la rainure encore qui est taillée et les deux trous qui traversent au-dessous et au-dessus. Alors, ces deux-là, ils servent au premier ligotage. D'accord? On va passer des cordes dans ces deux trous-là pour le premier ligotage. D'accord? Après un peu d'espace, on va créer les deux autres trous. Un à 19,5 sur 12,5, c'est celui le vert qui est au-dessus. Et au-dessous, nous avons le trou 18 sur 18. Ils sont aussi comme ça, au-dessous de la rainure. D'accord? Le trou d'en bas, on va passer aussi les cordes. Et les bleus. Par contre, au-dessus le vert, on verra plus tard. Ils sont comme ça, au-dessous de la rainure. D'accord? Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste le trou noir, ce qui est sur le bloc A. OK? On va s'adapter un peu à tous ces trous, cette rainure. Le résultat, il est comme ça. De A vers B aligné. Alors, l'extrémité rouge, on a tout simplement percé l'extrémité de la rainure. La rainure, elle est en jaune, sur l'axe. À peine des accès d'1,5 centimètre de l'axe du bloc. D'accord? Et on a percé l'extrémité avec un peu d'élargissement dans la hauteur, qui fait 15. La rainure fait 14. On va voir le rôle de pourquoi on a un peu élargi ça. On va voir le rôle exact, pourquoi. On a fait jusqu'à 17, on a ajouté 1,5 centimètre au-dessous, à peu près 2 tiers de doigt. On a ajouté 2 tiers de doigt. 2 tiers de doigt, on a 1,25 cm, d'accord?
on a ajouté 1,25 cm de chaque côté, 2 tiers de doigt au-dessus et au-dessous pour atteindre 15 cm. Ça, c'est le premier trou rouge. D'accord? Après les deux trous bleus, 21/12 et 21/12. Les trois là, ils étaient cachés par un seul bloc serti. Comme ça, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. D'accord? Derrière, il y a une rainure, il y a le passage de la rainure et il y a deux trous au-dessus et au-dessous en bleu. En bleu, c'est pour les cordes, d'accord? Ça, c'est pour le cordage. C'est pour le premier ligotage. Après, nous avons en bleu le trou 18/18, c'est aussi pour les cordes. Et nous avons le trou au-dessus, c'est en vert. On va voir plus tard. Donc, ici, les autres trous qui ne sont pas pour les cordes, ils sont pour des cales en bois, des traverses en bois, quelque chose de solide, parce que vous avez vu les dimensions. Les dimensions. Donc, c'est quelque chose en bois, rectangulaire, et il traverse ces trous. Donc, ici, une cale qui traverse le bloc A, de dimension 23,5/15. L'autre morceau de madrier, il va traverser le trou rouge de l'autre extrémité. Donc, il y a les deux bleus, c'est pour le premier ligotage. Le deuxième bleu, trou bleu, c'est pour le deuxième ligotage. D'accord? Le deuxième ligotage. Alors, ici aussi, le trou vert, il y a encore un autre madrier. Celui-là, il est différent. Ce madrier, il est différent des deux autres. On va voir le rôle de ce madrier. Et ici, dans l'espace libre, ici, dans l'espace, c'est-à-dire que nous avons l'espace vide ici, là, dans la loge, on va faire un troisième cordage. Puisque nous sommes déjà, il y a de l'espace libre, vide. Donc, un troisième cordage va être ici, deuxième cordage, et ici, le premier cordage, avec les trous bleus des cordes. Et le rouge et le vert et le noir du bloc A, ce sont des madriers qui vont traverser. D'accord? Alors, ce sont des cales, mais ce ne sont pas des appuis parce qu'ils ne sont pas verticaux. Donc, ce sont des cales, ne sont pas verticales, ils vont agir d'une façon horizontale. Donc, ce sont des butons. D'accord? Ce sont des butons. Et ces butons, il y en a deux butons. D'accord? Donc, ils vont être comme ça. Deux butons, ce sont deux madriers à l'horizontale. D'accord? L'un, il pénètre sur la rainure intérieure du bloc B et l'autre sur la rainure extérieure du bloc B. Dans les deux rainures, nous aurons les deux comme ça, les deux butons. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces deux butons? Ils vont être déjà calés. Ils vont être calés comme ça sur le madrier du trou rouge. C'est un contre-buton. Donc, c'est pour ça qu'on a élargi le trou de 2 tiers de doigt de chaque côté. Ils vont s'appuyer dessus. Donc, nous avons le contre-buton. Nous aurons le premier cordage ici pour relier les deux butons, d'abord entre eux, et après pour les attacher contre le contre-buton. C'est ça le premier cordage, les deux premiers trous rouges, juste après les deux premiers trous bleus, pardon, des cordes. Et après, un peu plus loin, nous aurons un truc différent. Il y a un trou par-dessous qui est bleu et un trou par-dessus qui est vert. Celui-là, 18/18, celui-ci, c'est 19,5/12,5. Alors l'inférieur bleu, c'est souvent les cordes. Et celui qui est au-dessus, c'est aussi un madrier, c'est un morceau de bois, une traverse. Mais son rôle, c'est le rôle d'une suspente. D'accord? Une suspente, c'est comme les suspentes qu'on utilise dans les faux plafonds pour retenir le faux plafond contre le plafond. Donc, ce sont des suspentes pour qu'il reste suspendu. Donc, celle-là, cette traverse dans le trou vert, c'est une suspente, c'est un autre morceau de madrier, mais il ne joue pas le rôle de cale, il ne va pas caler, plutôt, il joue le rôle de suspente. Donc, il suffit de faire des cordes par-dessous. Il y a un seul trou bleu par-dessous pour faire passer les cordes et pour les relier à la suspente, c'est-à-dire
c'est-à-dire à ce madrier au-dessus, pour maintenir les deux butons, pour bien les maintenir à l'horizontale, qu'elles restent bien suspendues. Donc, on a ajouté ces suspentes, d'accord, avec un seul trou en bas pour les cordes, et elles resteront bien suspendues. D'accord? Et à la fin, on va quitter le bloc B, on va sortir du bloc B, donc nous aurons l'espace vide avant le bloc A. Et là encore, les deux butons, ils vont être calés contre le contre-buton du bloc A, dans le trou du bloc A. Et nous aurons un troisième cordage, d'autres cordes qui vont être utilisées ici pour relier les deux butons entre eux et en même temps pour les attacher au contre-buton qui traverse le bloc A. D'accord? C'est tout ça, le système de construction de la loge. C'est pour maintenir le bloc A, il faut qu'elle reste bien positionnée. Les deux faces qui sont taillées à la verticale du bloc A et du bloc B, ils doivent rester bien alignées, garder cette distance. Le temps de poser le linteau LB et de poser le linteau LA et d'insérer le dernier linteau, le linteau LH, qui va couvrir la loge. D'accord? Et comme ça, le bloc A, il va être maintenu grâce au linteau, il va être positionné, et les blocs, ils vont être insérés aussi de l'autre côté, de l'autre paroi. Vous voyez? C'est tout ça, le système de construction qui n'a rien à voir avec le maintien de l'air s'il n'y a pas d'air ici. Pour maintenir de l'air sur la position ouverte, comme croyait Gilles Dermion, tout ça, c'est durant la construction. Donc, nous n'avons pas un seul rondin, mais nous avons deux madriers, deux butons, avec deux contre-butons, un à l'extrémité de chaque extrémité, un à l'extrémité de la rainure dans le bloc A, l'autre dans le bloc B, pardon, et l'autre dans le bloc A. Et nous avons un troisième, c'est une suspente qui va garder les deux butons, d'accord, qu'elle reste toujours suspendue. Et nous avons trois cordages pour bien serrer les butons, pour maintenir les blocs bien en équilibre, bien positionnés. Tout ça, ce n'est pas facile. Et c'est ça qui n'existe pas dans la pyramide. Dans la pyramide de Dash au sud, il n'y a pas ce système-là de construction. Il n'y a pas ce puzzle des linteaux, il n'y a pas ce puzzle des blocs insérés, d'accord, des inserts, parce que c'est quelque chose de nouveau dans la pyramide de Khéops, c'est tout à fait nouveau, qu'ils ont modernisé, qu'ils ont bien changé le système de construction et en créant, comment dire, le plafond horizontal exactement à la hauteur du plafond pour que l'air il coulisse à l'horizontale, d'accord? Et le plafond, il ne va pas dépasser le plafond de la loge, il ne va pas dépasser le couloir, il est exactement à la hauteur du couloir. Et c'est ça le système de construction. D'accord? Si vous jouez à tailler, à mesurer ces trous dans des feuilles comme ça, pour bien les regarder, pour bien les examiner, vous allez vraiment être étonné de leur grandeur parce qu'on voit très bien les valeurs exactes. C'est vraiment des trous. Regardez ce trou-là. C'est le premier trou, le trou rouge. Le 17 sur 26,5. Ben c'est un vrai madrier. Au moins, si nous avons 26,5, il peut faire passer un madrier de 25, par exemple, 25 sur 15, par exemple. 25 de longueur sur 15 de largeur, la section rectangulaire du madrier. Et il peut traverser facilement ce trou pour créer la créer le contre-buton, d'accord? C'est l'extrémité, c'est le trou rouge. Faites ça et vous allez voir les vraies dimensions réelles de ces trous, de ces blocs inserts, de ces sertis. OK? Alors, on va voir un peu ces trous dans leur schéma. On a presque 1 heure, mais c'est pas grave, il ne reste pas beaucoup de choses. Alors, voilà un autre schéma.
Rien que pour voir les sections des blocs. D'accord? Comment faire pour celui-là? Donc, voilà le bloc B. Nous avons B, nous avons A. Alors, le bloc A, il est facile. Le bloc A, il est là. Donc, nous avons les vues de face. D'accord? Nous avons cette vue de